Madame, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Au sommaire de cette édition, la RDC organisera en novembre prochain la 26e Coupe d'Afrique de Nations de handball. 15 nations sont attendues à cette rencontre qui mettra Kinshasa au centre de l'actualité sportive après la 9e édition de Jeux de la francophonie. Nous parlerons femmes ou mois de la femme, contrairement à la tradition, celle du port de pagne imprimé le 8 mars de cette année. Les femmes s'y vêtiront au noir sur instruction du gouvernement puisque la célébration est placée sous l'insigne de compassion suite à l'agression rwandaise sur le sol congolais. 2 avis de Quinoise à suivre dans le corps de ces journaux. Il faut bannir la violence verbale dans le débat politique pour garantir la cohésion sociale et nationale. Telle est la recommandation de la dynamique de politologue de la RDC formulée ce lundi 4 mars 2024 à Kinshasa. Tout, nous vous dirons tout sur la motivation de cette rencontre. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. D'abord, en bref, le président RD congolais séjourne au Qatar pour une visite de travail de 2 jours. Arrivé ce lundi 4 mars 2024, Félix Tshisekedi aura d'importantes rencontres en vue de renforcer les relations diplomatiques entre la RDC et le Qatar. Selon le source digne de foi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, rencontrera son homologue qatari. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre, 15 nations s'y donnent rendez-vous à Kinshasa pour le compte de la 26e Coupe d'Afrique de Nations de handball dames. C'est lundi à la primature, lors d'une rencontre avec une délégation de la Confédération africaine de handball, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a instruit le ministre sectoriel à s'investir pour l'organisation et la réussite de cette rencontre. On débute ce journal par ces reportages de Petit Ndwango, Marcel Mobenga et Bienvenue Moussala. La 26e Coupe d'Afrique des Nations des handball dames va se jouer en novembre 2024 à Kinshasa. Le dévolu des instances continentales de cette discipline sportive a été jeté sur la République démocratique du Congo vu son expérience dans la réussite des 9e Jeux de la francophonie. 15 nations sont donc attendues à Kinshasa pour recevoir les instructions quant à l'organisation de cette fête sportive. Le ministre du Sport François Kaboulou Mwana Kaboulou a été reçu à la primature ce lundi 4 mars 2024 par le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kyenge. Vous savez, depuis que nous avons organisé les Jeux de la francophonie, l'engouement est total. Tout le monde veut venir ici, tout ça. Et à l'unanimité, à l'Assemblée générale de la Confédération, toute l'Afrique a dit cette fois-ci, c'est Kinshasa en RDC. Et c'est comme ça que la délégation est venue. Avant de venir ici à la primature, elle a visité les installations au stade de Martyrs, très impressionné. Et le président est vraiment très fier d'avoir des installations dignes d'une compétition internationale. Nous devons nous mettre au travail dès aujourd'hui. Ça sera un test pour nous aussi, parce que depuis qu'on a organisé les Jeux de la francophonie, on n'avait pas encore organisé une grande compétition. Ça sera le premier test pour la République démocratique du Congo. Nous allons abriter cette compétition qui va rassembler 15 pays qui vont arriver ici. Ça sera l'occasion de ressortir notre pays. Le chef de l'exécutif national a instruit le ministre du Sport et les services sectoriels de se donner à fond pour la réussite de cette CAN dames. Et c'est là, selon la philosophie du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ne négliger aucune discipline sportive. En séjour à Kinshasa pour la signature d'accords et relatifs, les représentants de la Confédération Monsoro Amerou s'est dit impressionné par la beauté des différentes constructions au sein du stade des Martyrs. Conscient du travail à faire, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a recommandé à ses hôtes de se mettre déjà à l'œuvre. Allez, on change carrément de chapitre pour parler santé. Il s'observe à Kinshasa, selon une certaine opinion, un jeune sur 3 développe l'obésité. En marge de la journée nationale de lutte contre le surpoids, le jeune de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa ont initié une campagne de sensibilisation. Marie-Reine Zeba.
Comment savoir si l'on est en surpoids ou obèse? Il suffit de connaître son indice de masse corporelle. Pour ce faire, en marge de la journée mondiale de l'obésité, des jeunes étudiants de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, réunis au sein d'une structure dénommée Saturam, qui œuvre dans la sensibilisation pour une alimentation équilibrée, ont organisé une journée de consultation gratuite sur le site universitaire. Objectif, permettre aux patients de consulter gratuitement en vue de connaître leur indice de masse corporelle. Grâce à cela, le patient connaîtra s'il est en surpoids ou obèse. Comment procéder? De prime abord, il faut prélever le poids à l'aide d'un pèse-personne et on détermine la taille une fois ces deux variantes connues à l'issue de quelques calculs numériques. Finalement, l'on découvre l'indice de masse corporelle. Ensuite, le patient est reçu par le médecin. L'IMC normal, c'est entre 18,5 à 24,9. Donc quand vous êtes déjà à 25 jusqu'à 30, vous êtes en surpoids. Et au-delà des 30, ça c'est maintenant l'obésité. Quant à vous, il est très important de revoir votre mode de vie. Mangez des aliments un peu variés et réduisez des aliments qui sont riches en calories. C'est aussi de privilégier une activité physique quotidienne. L'obésité est un problème de santé publique avec des répercussions sur la santé des populations. Pour ce faire, il est préférable de prévenir plutôt que de guérir. Vous avez certainement reconnu la voix de Béatrice Chako, puisque la santé du Congolais et la bonne conservation de vaccins intéressent au plus haut point le programme élargi de vaccination. L'inspecteur général de la santé a effectué samedi dernier une descente à Kinkole où sont entreposés le vaccin avant leur expédition en province. On fait un retour en image à travers ces reportages de Bobete Yenga et Papine Bongo. La gestion de déchets pose problème au hub du programme élargi de vaccination à Kinkole. Vu la quantité importante de ces déchets, le risque de pollution de l'environnement est bien plus qu'inquiétant. Pour ce faire, l'inspecteur général de la santé Komba Djeko a effectué le samedi 2 mars une descente question de s'imprégner de réalité de cette plaque tournante du vaccin. Après plusieurs missions d'inspection-contrôle des campagnes de vaccination dans les différentes provinces, nous avons voulu faire le point en visitant aussi le hub de Kinkole, là où sont gardés les vaccins, voir quels sont les problèmes qui se posent ici. Et bien, on s'est rendu compte qu'il y a un problème qui demande donc une évaluation institutionnelle. Et bien, nous allons soumettre notre rapport à l'autorité qui pourra voir quelles sont les parties prenantes qu'il faudra consulter pour qu'on trouve des solutions afin d'éviter de plus en plus des cas d'épidémie dans notre pays. Du triage à l'expédition, en passant par la conservation, le PEV est une grande machine de prévention et de protection des Congolais, surtout les enfants par les vaccins. Tout le monde reconnaît que notre gouvernement est très exemplaire en ce qui concerne la contribution à l'achat des vaccins. Cependant, il est important que le gouvernement puisse nous accompagner davantage pour que nous déployions ce vaccin jusqu'au dernier kilomètre auprès du bénéficiaire. À Kinkole, c'est la partie logistique du PEV qui s'occupe de l'expédition, de la chaîne des froids des vaccins, de la gestion des vaccins et des déchets. Dans cette descente, l'inspecteur Komba Djeko était accompagné de tous les inspecteurs de l'inspection générale à la santé et de la direction générale du programme élargi de vaccination. Et puis, ces titres avant de clore complètement ces chapitres santé. Une conférence en ligne sur la lutte contre le paludisme a été organisée par le réseau de médias africains pour la promotion de la santé. Objectif, permettre aux membres de cette structure de s'imprégner de la situation actuelle. Question pour des éventuelles productions médiatiques. Constance Malanga. Le paludisme reste à ce jour un problème de santé publique. 80% des décès chez les enfants en Afrique sont dus au paludisme. Sur 249 millions de cas recensés en 2022, 94% sont en Afrique selon l'OMS. Il faut donc des stratégies de lutte pour arriver à atténuer l'impact de cette maladie dans la communauté.
Toutes ces explications ont été données aux journalistes membres du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement REMAPSEN au cours d'un webinaire sous le thème « Zéro Palou, les entreprises s'engagent » par James Wallen, responsable de l'équipe Palou Speak Up Africa, et Elisa Desbordez, directrice des opérations de la Fondation EcoBank. Un enfant meurt presque chaque minute du paludisme. C'est que les besoins en termes de financement pour mener efficacement la lutte contre le paludisme sont très importants. Au niveau mondial, il reste un écart annuel d'à peu près 3 milliards de dollars pour la mise en œuvre des stratégies de lutte contre le paludisme existantes. Le secteur privé a un rôle primordial à jouer dans la lutte contre le paludisme. La Fondation EcoBank contribue à la réponse à la malaria. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, on a pu faire un nombre total de dons équivalent à peu près 1,5 million $, des dons de moustiques dans différents pays. Et puis, à l'interne, faire des communications de sensibilisation auprès de nos collègues donc sur le paludisme. Les entreprises sont donc appelées à contribuer durablement au fonds Zéro Paludisme. Ainsi, la contribution de tous pourra aider à atteindre l'objectif Zéro Paludisme dans chaque pays. En politique, de questions relatives à la salubrité publique, au phénomène embouteillage, à la construction de routes secondaires transcommunales et à l'évolution de travaux de modernisation du marché central Konuzando, au centre d'un point de presse animé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Autre thématique abordée lors de cette rencontre avec le chevalier de la plume, du micro et de la caméra, le projet de construction d'un de chantier, de chemin de fer moderne Métrokin. Le résumé avec Willy Atonakov. Face au chevalier de la plume, samedi 2 février 2024, en l'espace parc d'attractions Mama Marthe Kassalou Tshisekedi, à Kinshasa Limité, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui totalise les 17 mai prochains 5 ans de son mandat à la tête de la capitale, a répondu presque et sans tabou à toutes les questions d'actualité brûlante de l'heure et celles liées aux préoccupations majeures des Kinoises et Kinois. Il s'agit notamment de l'assainissement de la capitale qui produit 10 000 tonnes de déchets par jour à travers l'opération Kinshasa Bopeto, tout en reconnaissant qu'elle n'a pas connu un franc succès attendu faute de moyens financiers, mais qui sera bientôt accéléré dans sa deuxième phase grâce au partenariat désormais scellé entre la société turque Al-Bayrak qui venait dernièrement de réceptionner plusieurs engins de salubrité. La construction des ponts Bongolo et Luboudi, de routes transcommunales telles que Elengesa, Kikwit, Sekomaf, Mombele, De la Paix, Manifeste et Landou, reliant les camps Luka dans la commune d'Engalema aux communes voisines de Selembao et de Bumbu et la modernisation des voies secondaires dans certaines communes telles que Ngiringiri, Kassavubu, Kalamou et Lemba ont été également évoquées au cours de ce point de presse. Le gouverneur manager Jean-Tini Ngobila Mbaka a aussi expliqué les travaux d'éclairage public et d'aménagement des emprises publiques réalisés sous son mandat sur les principales artères jadis plongées dans les noirs. À la question sur l'épineux problème des embouteillages à travers la capitale, pour y faire face, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a annoncé le démarrage dès l'année prochaine des projets Métrobus et Métrokin par la société turque Al-Bayrak d'un réseau ferroviaire moderne avec l'apport du gouvernement central pour les transports en masse des Kinois dans une capitale de près de 18 millions d'habitants aujourd'hui. Le patron de la ville de Kinshasa a aussi annoncé les inaugurations dans les tout prochains jours des 3 importants ouvrages, à savoir le marché moderne de Kinshasa qui est déjà à 98% des travaux, de la grande roue de Kinshasa en plein travaux de montage à la place gare centrale et du parc d'attractions et de détente baptisé Parc Ngobila en cours d'aménagement le long de la rivière Kalamou en aval du pont Bongolo. Une première dans l'histoire des gouverneurs de la capitale à en croire certains témoignages. Quittons Kinshasa pour le Nord Kivu, démarrage de travaux de réhabilitation de l'aérogare de Beni. Au centre des entretiens entre l'administrateur militaire Charles Omeonga et le responsable de l'entreprise en charge de construction, ainsi que le chef coutumier de cette partie du pays, Peggy Mukunda. Bientôt, l'aérogare de Beni, dans le Nord Kivu, sera réhabilité par l'entreprise 4 projets
Africa Construction. Pour ce faire, l'administrateur militaire Charles Omeyonga a eu un échange avec les chefs coutumiers ainsi que les responsables de projet Africa Construction. L'annonce saluée par la population pour la modernisation de l'aéroport de Béni, Mavivi, ainsi que les tronçons qui mènent vers cet aéroport par 4 projets Africa Construction. Une rencontre qui a permis à l'entreprise d'avoir une bénédiction pour ces projets combien louables. Pour l'administrateur militaire, ces projets témoignent l'attachement du chef de l'État pour cette province sinistrée. Pour sa part, le directeur général de l'entreprise 4 projets Africa Construction félicite l'enthousiasme de cette population qui accueille ces facteurs de développement vecteurs de la paix et qui ne se sentent pas délaissés par les autorités. C'est parce que nous avons des considérations pour cette population qui sont dans une zone où la vie est devenue très difficile et nous, en tant que panafricains, nous nous sommes dit qu'il faut d'abord leur donner de l'assurance. C'est-à-dire nous allons travailler main dans les mains avec cette population qui ont été vraiment enthousiastes et nous sommes très contents de travailler avec eux. Les chefs de groupement Kapuka remercient l'entreprise qui va exécuter les travaux pour avoir pris en compte la main-d'œuvre locale, ainsi résorber les chômages causés par la guerre dans cette partie du pays. Et souhaitent également que l'entreprise puisse acquérir d'autres marchés dans le cadre du projet 145 territoires. À quelques kilomètres de la province du Nord, Kivu, l'Assemblée provinciale de l'Ituri, désormais avec tous ses députés, les 4 chefs coutumiers désignés ont été cooptés lors d'une séance plénière publique le vendredi 1er mars 2024 à Bunia. Regardez. L'Assemblée provinciale de l'Ituri affiche désormais complet. Les 4 chefs coutumiers désignés ont été cooptés par les 43 députés élus dont les mandats étaient validés le 28 février dernier. Le fait s'est déroulé le vendredi 1er mars 2024 lors d'une séance plénière publique. Après l'ouverture de cette séance, le président du bureau provisoire de l'organe délibérant, l'honorable Étienne Ounega Ege, a demandé aux honorables députés provinciaux ainsi qu'au public présent dans la salle des séances plénières de garder 1 minute de silence en mémoire des paisibles citoyens abattus lâchement la semaine dernière à Tali, dans le territoire de Djougou, par la milice Codeco et dont les corps étaient inhumés ce même vendredi à Katoto, à 12 km au nord de Bunia. La séance plénière s'est par la suite poursuivie. Le président a rappelé quelques dispositions légales expliquant la cooptation des chefs coutumiers pour faire membre d'une assemblée provinciale. Après lecture des différents procès-verbaux de désignation des 4 chefs coutumiers par le secrétaire rapporteur, l'honorable Benjamin Pirotte, les 43 députés les ont adoptés à l'unanimité. Ces chefs cooptés sont Lekou Apobo Emmanuel du territoire de Mambasa, Uchopi Ania Benjamin du territoire de Mahagi, Basilo Kosindani du territoire de Djougou et Baindouka David du territoire d'Irumu. L'effectif étant désormais complet, l'Assemblée provinciale de l'Ituri peut siéger valablement. Un de ses chefs, cooptés, exprime ici son sentiment. C'est juste un sentiment de gratitude parce qu'il manquait que les chefs cooptés. Il y avait déjà 43 élus et il restait que les 4 chefs qui devaient être cooptés aujourd'hui. Donc nous sommes très contents de nous avoir cooptés en ces jours. Et nous sommes là pour l'intérêt de notre territoire et nous allons nous battre pour le retour de la paix dans notre territoire. Lors de cette séance du vendredi 1er mars, la commission spéciale temporaire de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri pour la 3e législature de la 3e République a également été constituée pour se mettre immédiatement au travail. Le Kasaï oriental, les élèves vont devoir en savoir un peu plus de différents sites touristiques et richesses qui régorgent le sol et le sous-sol de la RDC. C'est la raison fondamentale de l'insertion du tourisme scolaire comme branche pédagogique dans des écoles. La gouverneure de province intérimaire du Kasaï oriental, Julie Kalenga Kabongo, a présidé dans l'enceinte du gouvernorat de province la cérémonie de lancement officiel du tourisme scolaire dans la ville de Mbujimaï en présence des différentes autorités provinciales. Dans son mot de circonstance, le prophète du Kasaï oriental 1 a exprimé sa profonde gratitude à la Fondation André Kadima pour son appui aux activités parascolaires et à la promotion de la culture dans les milieux scolaires.
L'objectif visé est d'apprendre à l'élève de connaître son village, sa ville et son pays avec tout ce qu'il regorge comme richesse ou comme site touristique qu'il faut savoir s'en approprier, défendre et les présenter aux autres. Pour cette première activité, 11 sites seront visités. Prenant à son tour la parole, la gouverneure de province intérimaire a rendu un hommage mérité au président de la République pour les multiples réformes engagées dans le secteur de l'éducation et du tourisme. Ceci après la mise en œuvre effective de la gratuité de l'éducation de base. Il a initié à travers les PST de la formation professionnelle et métiers ainsi que celui de la jeunesse. Julie Kalenga Kabongo qualifie ici le tourisme scolaire d'un programme ambitieux avant de donner son objectif. Le programme que je lance ce jour dans notre province s'inscrit dans un but précis, celui de permettre aux élèves de faire une série de randonnées touristiques à travers les différents sites historiques et naturels. Il permettra également aux élèves de découvrir les potentialités que regorgent les différents sites touristiques de la province et de parfaire leurs connaissances en tourisme et aussi relier. Disons que le tourisme dont il est question ici fait partie du voyage instructif. À présent au mois de la femme, contrairement à la tradition, celle du port de pagne imprimé le 8 mars de cette année, les femmes s'y vêtiront en noir sur instruction du gouvernement puisque la célébration est placée sous l'insigne de compassion suite à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Le Quinoise interrogé ce lundi adhère à cette vision. Mireille Ndeke et Fanny Malonga. Mois de mars, mois dédié à la femme en RDC, a toujours été marqué par plusieurs activités liées à la promotion et à l'autonomisation de la femme. En RDC, le gouvernement de la République, sous la direction du ministre du Genre, a mis l'accent sur l'accroissement des ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Une célébration qui tombe dans un contexte où la RDC subit une agression dans sa partie Est. La ministre du Genre, Mireille Massangou Bibi Moloko, appelle les femmes de la RDC à compatir à l'endroit de leurs pères de l'Est, victimes des atrocités, d'où le port de la tenue noire ce 8 mars 2024. Nous avons levé l'option que la célébration des activités du mois des droits de la femme pour cette année ne sera pas festive avec le port des pagnes. Cependant, elle sera célébrée dans une attitude de deuil. Pour ce faire, le port de la tenue noire est recommandé pendant les activités prévues le 8 mars 2024. Une décision bien accueillie par les femmes quinoises. Cette année, le 8 mars sera fêté autrement. Au lieu que les femmes portent les habits comme on a l'habitude de les faire, si on pouvait porter les habits en noir, pour compatir à la souffrance qu'endurent les femmes de l'Est. Les mamans sont violées, les jeunes filles sont violées. Soyons en tenue noire, le 8 mars, toutes les femmes. Les mamans de toutes les provinces ayant une même idée pour soutenir nos frères et sœurs de l'Est, la femme représente une nation. Lorsqu'on détruit une femme, on détruit directement une nation. C'est la raison qui nous pousse à célébrer cette journée en noir. Ils n'auront pas toujours. Donc je préfère que nous, les mamans, qu'on se tienne debout. On peut aussi aider en action et moralement et spirituellement. Par la même occasion, les femmes de toutes tendances confondues sont appelées à répondre affirmativement à la grande manifestation du 8 mars en l'esplanade de l'échangeur des libertés afin de dénoncer la complicité du Rwanda dans cette guerre injuste imposée à la RDC et les silences de la communauté internationale. Je le disais à l'entame de cette édition, il faut bannir toute forme de violence verbale dans le débat politique pour garantir la cohésion sociale et nationale. Telle est la recommandation de la dynamique de politologue de la RDC formulée ce lundi 4 mars 2024 à Kinshasa. Ces reportages de Rodé Panda vous dit tout sur la motivation de cette recommandation. Regardons.
Parmi les victimes de violences sexuelles faites aux femmes basées sur le genre, les élèves en milieu scolaire ne sont pas épargnés. Le Fonds pour les femmes congolaises, une structure de la société civile présidée par Mme Julienne Lusengue, est engagée dans la promotion et la lutte contre les violences faites aux femmes, a réuni à Kinshasa, à Gombe, plusieurs femmes activistes de différentes organisations féminines pour une formation sur la gestion et la sensibilisation dans des écoles sur les violences sexuelles. Après cette formation organisée avec l'appui financier de l'ambassade de Suède en RDC, ces femmes activistes venues de différentes provinces, notamment Ituri, Congo central, Kinshasa, Nord et Sud Kivu et tant d'autres, vont assurer les relais de formation dans 10 écoles pour chaque province. Notre pays est confronté aux violences faites aux femmes depuis des années et des années. Et les écoles ne sont pas épargnées. Même dans les écoles, il y a les violences sexuelles. Il y a les violences, il y a les harcèlements. Et donc, depuis plus de 6 ans, 7 ans, nous finançons les organisations pour travailler directement dans les écoles, avec les élèves, avec les enseignants, avec les comités de parents, avec les membres des communautés, pour qu'il y ait un observatoire dans les écoles où les filles peuvent venir dénoncer. Satisfaction de la Suède, pourvoyeuse de moyens pour la réalisation de ces projets. La Suède, qui a apporté son appui financier, est plus que satisfaite pour la réalisation de ces projets. Les participantes à cet atelier sont encouragées à bien maîtriser les enseignements afin de bien expliquer cela à tous les niveaux, même en langue locale, au fin fond du pays. Puisqu'il fallait parler femmes pendant ces mois de mars, nous sommes allés très vite. Nous vous avons proposé un reportage sur la rencontre de femmes activistes de la RDC qui prennent part à un atelier sur la sensibilisation contre le violence sexuelle en milieu scolaire organisé par le Fonds pour les femmes congolaises. Nous allons à présent prendre cette recommandation de la dynamique de politologue de la RDC formulée ce lundi 4 mars 2024 à Kinshasa. Regardez. Je disais, nous allons poursuivre ce journal en prenant la recommandation de la dynamique de politologue de la RDC formulée ce lundi 4 mars 2024 à Kinshasa, un reportage de Rodé Panda. Organisé sous les thèmes « La République démocratique du Congo face aux enjeux de la transition énergétique, cas du secteur minier », cette messe scientifique s'est voulu être un canal d'interpellation pour les autorités du pays, appelées à intensifier la prospection pour quantifier les réserves en minerais critiques et stratégiques de la République démocratique du Congo. À travers cette journée de réflexion qui a vu toutes les couches scientifiques prendre part à cette initiative du recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, visant à outiller l'élite congolaise quant aux vrais problèmes qui gangrènent la société congolaise et qui sont la base de l'instabilité de la sous-région en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Cette grande problématique d'aujourd'hui, que l'Union européenne va conclure un marché avec le Rwanda, dont le sol est aussi aride. Devons-nous nous taire face à cette énième humiliation en tant qu'universitaires? Nous devons comprendre essentiellement la quintessence de cette mission diabolique. Conférence animée par le professeur Maté Bikila de la faculté des pétroles, gaz et énergie renouvelables, qui se trouve être aussi le coordonnateur de la cellule technique de coordination et planification au ministère des Mines. Les ressources minérales sont des ressources épuisables. Elles ne sont pas renouvelables. Ça veut dire que nous exploitons tout ce que nous avons, à un moment donné, il n'y en aura plus. Cette conférence organisée dans un contexte particulier où la République démocratique du Congo, convoitée par ses ressources naturelles, livre un combat lui imposé et fait face aux différents groupes armés. L'élite congolaise se sent donc dans l'obligation de comprendre la situation pour ensemble poursuivre la lutte et imposer le respect des autres États vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Voilà, une matinée scientifique qui a servi de cadre d'interpellation de Congolais sur les enjeux de la transition énergétique. Nous allons terminer avec ces titres. Le produit concurrentiel produit localement RDC ne doivent plus en être importés. Telle est la conclusion faite par le communicateur privé du chef de l'État juste après avoir visité la zone économique de Maluku.
L'industrialisation de la RDC, une voie sûre pour garantir l'indépendance économique. Dans la zone économique spéciale du Maluku, un espace est réservé aux investissements des entreprises pour une production locale en vue d'asseoir un tissu industriel local. La production des carreaux est une réalité. Nous venons ici avec des investissements directs et puis nous recommandons aussi les autres sociétés ou les autres entreprises de venir ici au Congo de faire des investissements. Pas seulement chinois, même les autres. Ce que nous avons, les collaborations, oui, nous-mêmes les partenariats nous les recommandons de venir ici. Nous créons les emplois pour répondre aux besoins des chefs d'État. Sur le terrain, les communicateurs privés du chef de l'État, conduit par son coordonnateur national, Luangi Labumba, relève le non-respect de l'instruction interdisant l'importation des produits concurrents. Nous sommes là pour accompagner la politique communicationnelle du chef. Non seulement nous devons visiter ici, il y a encore des usines de part et d'autre que nous allons visiter afin de faire voir aux Congolais que le chef travaille. Ceux qui pensent que le chef ne travaille pas, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils pensent. Nous, en tant que le défenseur du chef, nous voyons ces actions et aujourd'hui là, nous ferons des images qui viendront appuyer ce que nous disons parce qu'on ne veut pas faire une communication éphémère. Où nous parlons, il n'y a pas de preuves. Offrir de l'emploi aux Congolais est l'un des objectifs de la politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les communicateurs privés du chef de l'État demeurent les défenseurs de ces actions. Madame, Monsieur, voilà tout pour ce soir. C'était un journal de la rédaction réalisé par André Njeka, assisté de Guillaume Mukoko et Henri Alimassi. Merci aussi à Gaylor, Bilo et Eti Makanya. À toutes et à tous, bonsoir chez vous. Je vous retrouve déjà demain à la même heure sur la même chaîne. Prenez très bien soin de vous.